Je voudrais vous parler dans cette nouvelle causerie du 18 juillet 2014. Nous sommes, il est 10h30 du matin à Paris, à la Bibliotheca Astrologica. Je voudrais vous parler d'un problème de méthodologie historique, histoire des textes, et notamment dans le domaine justement de l'ésotérisme, mais plus globalement du prophétisme, au sens large du terme, donc d'éléments que j'ai traités dans ma thèse d'État en 1999, le texte prophétique en France, et dans d'autres ouvrages qui ont dérivé de cette thèse d'État, notamment ceux que j'ai publiés aux éditions Ramcat de Robert Benasra en 2002. Et je crois qu'un des graves problèmes, un des plus graves problèmes qui menacent la recherche historique, donc la recherche rétroactive, rétrospective, c'est la question des contrefaçons. Les contrefaçons étant parfois plus nombreuses que les documents authentiques. Alors, dans le cas de Nostradamus, c'est tout à fait flagrant. On a, et encore, c'est miraculeux que l'on ait conservé certains documents, grâce à M. Ruseau notamment, Daniel Ruseau. Parce que, et malgré cela, malgré la conservation de ces documents, les chercheurs continuent toujours à errer pas mal. Donc, les faux documents, les fausses éditions, occupent un terrain considérable. Quand on pense que, dans le cas de Nostradamus, la totalité des éditions comportant une date de publication pour les années 50, 1550, 1560, sont tous des faux. Alors évidemment, quand il y a autant de faux, on a du mal à se dire, ah oui, bah c'est incroyable, comment voulez-vous qu'il y ait autant de faux qui aient été produits. Et en revanche, les premières vraies éditions des Centuries, parce que ces Centuries, elles ont bien existé, les premières éditions des Centuries, les toutes premières, celles des années 1587, 88, disons, peut-être en 84, à partir de la mort du duc d'Alençon et donc de la crise dynastique, on ne les connaît que miraculeusement, comme je disais tout à l'heure, par une édition de 1588 à 4 centuries, qui pour l'instant d'ailleurs a disparu, mais enfin qui a été décrite largement dans le détail, notamment par Ruseau, et c'est repris par Robert Benasra dans son répertoire chronologique sur Nostradamus, que j'ai moi-même édité aux éditions Très Daniel et à la Grande Conjonction en 1990, avec une préface de Jean Séard. C'est miraculeux qu'on ait gardé ce document qui est essentiel et qui malheureusement, alors ça c'est embêtant, qui malheureusement a disparu. Alors certains Nostradamus disent c'est pas grave, de toute façon ça ne veut rien dire. Il y a eu des premières éditions dans les années 1550 et puis après il y a eu un revival de Nostradamus des années 480. Et puis donc on a ressorti par bribes des morceaux des éditions des 1550-1560. Et puis petit à petit on a reconstitué le système global. Enfin bon, cette théorie comme ça, on monte très haut, puis on redescend, puis on remonte. Bon, moi j'ai complètement fait exploser cette théorie. Mais pour vous dire que le chercheur, il est quand même là confronté à des difficultés. Et ces difficultés, elles sont permanentes. Je prends un autre exemple, qui est celui des protocoles des sages de Sion, sur lequel j'ai énormément travaillé. Et là aussi, on a des éditions qui manquent. Alors, des éditions qui manquent, dont une que j'ai retrouvée grâce à une publication tchèque, qui n'est signalée par aucun auteur comme Taguieff ou d'autres. C'est la parution en allemand dès 1909 des protocoles des sages de Sion, dans un contexte assez inattendu, qui est celui des protocoles du Parlement de Vienne. Vous noterez le jeu de mots assez curieux. Et parce que mon protocole était utilisé à l'époque pour dire, par exemple, il y a même les protocoles des congressionnistes. Donc le mot protocole, c'était les comptes rendus. Bon, compte rendu, les notes, on note ce qui est dit, etc. Donc, et ça a été complètement oublié. Donc, voilà. Donc là, il y a des lacunes, mais il y a aussi des choses qui manquent visiblement. Hein.
il y a je crois que l'historien doit signaler des manques. Hein. Il ne doit pas dire, voilà, je vais faire avec ce qu'il y a. Non. Ce qu'il y a doit aider à compléter le tableau. Notamment, j'ai découvert avec ma femme de l'époque, Larissa, un article dans une revue russe qui n'était pas tellement connu hein, et qui anticipait déjà, qui aidait à la genèse de la rédaction en russe des protocoles. Bon. Maintenant, on sait qu'il y a aussi l'origine de Maurice Joly, l'utilisation de Maurice Joly. Bon, tout ça est intéressant, et effectivement, c'est une contrefaçon. Mais c'est une contrefaçon qui, effectivement, constitue une source de ce faux, mais qui n'épuise pas le sujet, en aucune façon. Alors, je voudrais passer à l'astrologie. Là aussi, c'est le même problème, mais alors encore plus grave. À savoir que les documents que nous avons, là, ce ne sont pas des faux qui occupent le terrain, c'est tout simplement des choses qui ont disparu, mais enfin, ça revient au même. Ce ne sont pas des faux, mais ça devient des faux. D'ailleurs, ce qui est assez curieux, c'est qu'une contrefaçon, parfois, elle n'existe en tant que contrefaçon que de la part des historiens. Ce sont les historiens qui en font une contrefaçon parce qu'ils accordent trop d'importance à un document. En accordant trop d'importance à un document, ils exagèrent sa signification. Donc, en exagérant sa signification, ils en font un faux. Par exemple, on peut dire que les libraires qui ont réalisé des éditions pour 1550, 1557, 1558, peut-être qu'ils ne voulaient pas faire défaut. Peut-être qu'ils voulaient simplement, comme on fait un film en costume, ils voulaient peut-être simplement illustrer une théorie, moi ce que j'appelle maintenant la théorie du mythe, c'est-à-dire qu'on voilà, on élabore une représentation du passé et puis on lui donne une certaine consistance. Voilà. Donc effectivement, à mon avis, enfin, je ne cherche pas à excuser les libraires, mais à mon avis, ils ont simplement voulu présenter de manière concrète une hypothèse. Ils ont dit, oui, probablement, Nostradamus a dû écrire ses ouvrages à ce moment-là. Il y a les préfaces de 1555, il y a la préface, l'épître à Henri II de 1558. Eh bien, ça a dû correspondre probablement à des éditions. Alors, on va faire des éditions qui vont être marquées 1555, 1558. Mais c'est tout, ils n'ont pas vraiment voulu faire des contrefaçons. Ils ont simplement voulu faire un travail, je dirais, de reconstitution historique qu'ils croyaient être dans leurs compétences. Bon. Donc il y a aussi ce genre de choses, c'est là, on fabrique des documents, c'est une façon, ce qu'on pourrait appeler une forme d'histoire un petit peu romancée, une histoire mythique. On fabrique des documents qui illustrent une théorie, et après les gens arrivent en disant, regardez, ces documents prouvent que ça a existé. C'est curieux. Alors, au départ, ces documents ne font qu'exprimer une hypothèse, mais une fois qu'ils sont réalisés, quand les historiens arrivent après coup, ils disent pas c'est une hypothèse, ils disent regardez, ces documents existent, donc ça prouve que. Voyez-vous, donc il y a aussi des problèmes à ce niveau-là, au niveau de méthodologie. Donc, il faudrait quand même former les étudiants, et je regrette de ne pas avoir eu l'occasion à l'université ou à l'école pratique de le faire, parce que ça serait utile. À mon avis, il y a un manque à ce niveau-là. Il y a toute une génération d'étudiants qui a été sacrifiée à cause de cela. Et voilà, donc on a là avec l'astrologie, c'est un peu différent. Il ne s'agit pas de fabrication de faux. La tétrabible a bel et bien existé. Mais la tétrabible, du moment qu'on ne connaît pas de documents antérieurs, eh bien, elle apparaît comme un point de départ, ce qui est une aberration totale. Elle n'est absolument pas un point de départ. Donc, quelque part, c'est l'arbre qui cache la forêt, effectivement. Il y a la tétrabile, on le voit à l'état de point, à l'état de titre, elle est une compilation, et même plus, elle est une réforme, ce qui est encore pire. C'est-à-dire qu'elle ne se contente pas de transmettre des documents anciens, elle propose de nouvelles présentations de ces documents. Et en ce sens-là, elle est un faux. La tétrabile est un faux, mais un faux réformiste. C'est un peu compliqué à dire. C'est-à-dire que c'est un faux, mais un faux de bonne foi. C'est-à-dire qu'il,
considère que probablement les choses devaient avoir été ainsi conçues au départ, ou pensées au départ, ou présentées au départ. Et donc le réformiste est aussi un faussaire par certains côtés, parce qu'il imagine quelque chose qui n'est pas là, mais il le formule et il dit voilà, ça a probablement été comme ça. Et ce probablement été comme ça devient un point de départ. Donc effectivement, Ptolémée, si tant est que ce soit ce Ptolémée, Claude Ptolémée de Pérouse, bon, peu importe, l'auteur de la tétrabible ou l'auteur des pièces dont se sert la tétrabible, c'est un faux influencé par une volonté de renouer entre l'astrologie et l'astronomie. Hein, et donc il y a une entrée en force des références astronomiques qui probablement n'existaient pas. Comme d'ailleurs, quand on étudie Manilius un siècle avant, il n'y a absolument pas ces références astronomiques. Il parle de divinités mythologiques, il ne parle pas de planètes portant les noms des divinités. Je rappelle aussi que les planètes, avant de porter des noms de divinités, ils portaient des noms astronomiques qui n'étaient pas mythologiques. D'ailleurs, ce qui prouve la chose, c'est que, vous voyez, c'est paradoxalement, parce que moi j'étudie maintenant beaucoup l'histoire des réformes astrologiques et des révolutions astrologiques et des retours et des revivals astrologiques qui n'ont cessé de se succéder. On pourrait faire un livre entier sur la succession des relances de l'astrologie, des retours de l'astrologie. J'ai déjà dénombré un retour au début du XVIe, au début du XVIIe avec Kepler, au début du XVIIIe avec le Noble, au début du 19e avec Etela, au début du 20e avec Selva, et maintenant nous sommes dans un retour en force un nouvel élan astrologique en ce début du 21e siècle. Bon, et on pourrait en trouver d'autres, mais Ptolémée appartient aussi à cette période-là. Et donc quand on examine le discours de Ptolémée et le discours par exemple d'un Chouinard vers 1900-1902, c'est le même discours, c'est-à-dire, voilà, on s'est trop éloigné de l'astronomie, l'astrologie a pris trop de distance par rapport à l'astrologie, c'est ça qui fait que ça ne va pas, eh bien, renouons avec l'astronomie, et ça ira mieux. Eh bien, c'est exactement ce que pensait Ptolémée. Donc, pour conclure, n'est-ce pas, vous voyez que la notion que l'on fabrique des faux, sans le savoir, quand on veut réformer l'astrologie, eh bien, on propose un processus qui est censé représenter l'astrologie des origines. Bon, moi-même je le fais, donc je ne peux pas jeter la pierre. Mais à ce moment-là, les gens arrivent en disant voilà où on en est à ce moment-là, alors qu'en réalité c'est une simple projection vers le passé, ou alors ce sont des faux qui sont simplement, ou également des projections vers le passé, qui sont le fait de libraires ou de commanditaires de libraires qui souhaitent compléter la genèse du savoir nostradamique et donc produisent des éditions qui sont censées correspondre à celles qui pensent qu'elles ont pu exister. Eh ben on va vous changer ça. C'est pas le souci majeur. Ça Ça oui, ça.